Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et on se retrouve aujourd'hui, en fait, pour une vidéo sur le RPGED. Pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle, en fait, c'est à chaque année, durant le mois d'août, tout le mois d'août, du 1er au 31, il y a 31 questions qui sont posées en lien avec le jeu de rôle. Et bien, ces différentes questions vont aborder différents sujets, mais toujours autour de notre passion commune. Et les rôlistes, les volontaires, les gens motivés, les youtubeurs, etc., peuvent publier, écrit ou en vidéo, leurs réponses concernant les dites questions une journée à la fois, du 1er jusqu'au 31. Eh bien, moi, comme les années précédentes, j'ai pas vraiment le temps de faire une vidéo par jour, malheureusement. Je suis comme trop à la course toujours et tout le temps. Alors, comme les années précédentes, je comptabilise toutes mes questions en une seule vidéo, celle-ci, celle que vous écoutez présentement. Donc, on va passer ensemble les 31 questions du RPGED que j'ai en fait traduit un peu à la volée. Et ça va être très bonne franquette. Là. On ne se complique pas la vie, on y va vraiment comme on veut, comme on peut, selon les différentes questions. Ça se peut qu'il y ait des questions que je vais répondre 2 secondes, il y en a d'autres que je vais peut-être m'attarder un peu plus longtemps, mais j'ai pris le temps de toutes les lire et de me prendre quelques petites notes ici et là, de comptabiliser certaines réponses. Mais grosso modo, ça va être une belle improvisation concernant les différents sujets abordés. Et on se lance ainsi avec la première question, qui est le premier jeu de rôle acheté cette année. Il a fallu que j'aille chercher dans mes fichiers, dans mes documents, ce que j'avais reçu vraiment en janvier, tu sais, ce que j'ai acheté en janvier 2024 ou ce que j'ai pu recevoir en janvier 2024. Et il semblerait que le premier, c'est pas un jeu, mais vraiment plus un module qui se nomme The Hounds of Hindenburg pour Cairn, qui est une aventure que j'avais lu des critiques absolument incroyables sur le net et j'avais absolument pas entendu parler de cet ouvrage-là, de cette aventure-là qui met de l'avant une espèce de petit mystère dans une forêt avec des bandits, des sorcières et des chiens fantomatiques dangereux. Et ce qui est vraiment très drôle, parce que, en fait, je dis que c'est drôle, mais c'est pas du tout hilarant, vous n'allez pas vous dilater la rate, c'est que The Hounds of Hindenburg, c'est aussi également le dernier jeu que j'ai reçu dans ma bibliothèque parce que les Merry Mushmen ont fait un financement pour publier une version un peu revampée de la dite aventure qui était uniquement disponible à la base en PDF et maintenant elle est disponible en physique sous maintenant le nom de The Horrendous Hound of Hindenburg qui est une aventure pour Old School Essential, donc OSE, mais à la base c'était pour Cairn. Et c'est vraiment une très 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 cool aventure que j'aimerais pouvoir éventuellement animer sur la chaîne parce que c'est de la grosse qualité. C'est du bon old school, tout en étant original, plaisant. Je cherche d'autres qualificatifs, mais ça vient un peu redonner confiance, du moins, ou ça redonne envie de se plonger dans ce bon vieux médiéval fantastique qui parfois me tanne un peu, mais que voulez-vous? Deuxième question, le dernier jeu de rôle que j'ai joué. Eh bien, au moment d'enregistrer cette vidéo, il s'agit en fait de Cairn, la deuxième édition, qui est un autre jeu OSR, en fait, qui était le jeu utilisé pour carburer The Hounds of Hindenburg à la base. Et c'est la nouvelle version de Yogachai qui va être disponible bientôt. Je pense que vous pouvez, au moment où la vidéo va sortir, vous ne pouvez plus participer au late pledge de la campagne de financement. Jeu de rôle basé, qui a inspiré les règles de Mass Ritter, entre autres choses. Très simple, 3 caractéristiques avec des roll under, donc rouler en dessous d'un seuil de caractéristiques. Et quand même assez dangereux, quand même assez mortel, beaucoup basé sur l'utilisation de l'équipement et tout ça, mais j'aime vraiment beaucoup Cairn. Et la deuxième édition, elle est bien franchement de toute beauté. J'ai bien hâte d'avoir le tout physiquement. Troisième question. Le jeu qui a été joué le plus souvent au courant de l'année 2024. Sans grande surprise, je crois qu'il s'agit toujours de Donjons Dragons, 5e édition, pour les différentes campagnes qu'on a en cours et tout ça. Mais sinon, je crois que c'est Horreur Liminal. Ouais, je pense que c'est Liminal Horror que j'ai joué le plus en 2024. Pour différentes campagnes, différentes mini-campagnes, différents one-shots, différentes parties que j'ai pu animer avec soit des scénarios qui ont été faits pour d'autres systèmes de jeu ou pour Horreur Liminal, mais je pense que c'est vraiment le jeu que j'ai le plus joué.
Question numéro 4. Un jeu de rôle avec une belle approche artistique. Et là, j'ai lu un peu les questions d'avance, puis quand même, il y a beaucoup de choses que vous allez comme un peu reconnaître parmi que j'ai pu présenter dans des vidéos précédentes. Je pense pas que vous allez être vraiment surpris ou complètement jeté en bas de votre chaise. Là. Mais un jeu de rôle avec une belle approche artistique, eh bien, je ne peux pas passer sous silence, encore une fois, j'en ai déjà parlé par le passé, Cloud Empress, qui est un jeu basé, inspiré par différentes œuvres de Miyazaki, dont justement, j'oublie tout le temps, Nausicaa. Nausicaa et la vallée des vents. Ou une espèce de monde un peu post-apocalyptique avec des gros insectes géants et de la découverte et des mystères, un peu de poésie, très ambiance et tout ça. Je vais vous montrer un peu les visuels à l'intérieur pour ceux qui regardent la vidéo. Pour ceux qui l'écoutent en audio, eh bien, malheureusement, vous manquez des belles images. Fait que oui, on dirait que j'en reviens pas encore de la beauté de ce livre-là. Je le mentionne dès que je peux. Question numéro 5, un jeu de rôle avec une bonne écriture. Encore une fois, je ne vais pas être si surprenant que ça dans mes réponses. Je vais y aller avec Black Sword Hack, publié chez les Merry Mushman pour la version la plus récente, la version Chaos Ultime, c'est la version en français, de Alexandre Kobayashi. Pourquoi? Eh bien parce que Alexandre Kobayashi, encore une fois, me surprend, me renverse avec sa capacité, son talent à être très concis dans ce qu'il veut expliquer, dans ce qu'il veut élaborer. Ça va droit au but. Il y a pas de... Chaque mot est important dans une phrase. On ne va pas remplir des espaces simplement pour mettre des adjectifs ou même des compléments. Là, c'est vraiment... Tout est important dans ce qui est mentionné. C'est très clair, c'est très concis. Moi, j'aime beaucoup ça. On y va avec maintenant la question numéro 6. Un jeu de rôle qui est facile à utiliser. Je pense que je l'ai traduit comme ça, oui. Je l'ai vu d'un point de vue de moi, personnellement, puisque la question m'est tournée vers moi, c'est moi qui y réponds. Alors, dans mon cas, eh bien, j'ai mentionné DCC RPG, Dungeon Crawl Classic, malgré le fait que le livre a l'air d'être très intimidant comme ça. DCC... c'est comme un peu mon jeu bonbon. Maintenant, j'y jouerai tout le temps. J'y jouerai à chaque jour, à chaque soir, à chaque matin. J'y jouerai les yeux fermés. Pour moi, il n'y a comme pas de difficulté à embarquer dans ce jeu-là, à me mettre dans le mood pour ce jeu-là. C'est mon jeu de fantasy par défaut maintenant, je dirais. Donc, ouais, très facile à utiliser dans mon cas. Un jeu en anglais était marqué, la question pour la question numéro 7 était marqué un jeu with good forms. Je ne savais pas trop comment traduire ça, fait que j'ai traduit ça avec un beau layout. C'est un jeu qui est beau, qui est bien présenté, tout ça, sans nécessairement dire les illustrations. Et je suis allé avec Shadow Dark, parce que Shadow Dark a gagné une panoplie de prix, dont justement le prix layout au Hennies, tout simplement parce que c'est très clair, c'est très concis aussi également. On ne peut pas être plus droit au but et simple comme ça. Vous pouvez voir si vous regardez avec la vidéo encore. C'est du double colonne avec des mots bien espacés, avec des mots bien écrits. Pour moi, c'est un layout simple, mais qui justement prouve son efficacité. On y va avec une question numéro 8. Un accessoire de jeu que j'apprécie. J'y vais avec... J'ai reçu ça de Exalted Funeral. C'est un dice roller. Vous savez, c'est un petit trait que vous pouvez monter pour pouvoir lancer vos dés dedans sans vraiment les perdre. Et c'est un dice roller de lutte. C'est de la lutte. C'est comme un ring de lutte. Donc, une fois qu'on le monte, et je vais le monter ici devant vous, comme un vrai coquin que je suis, puis que je vais parler pour être sûr qu'il n'y ait pas de vide dans la vidéo. Ah là 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 là, j'ai pas encore fini de le monter. Et voilà. Et ainsi, pour les gens qui me voient encore une fois en vidéo, on a un petit dice roller, un genre de petit ring de lutte dans lequel on peut lancer les dés et que ces derniers peuvent revoler, se cogner ensemble et ainsi faire l'effet d'un bon match de lutte. Un accessoire de jeu que j'aimerais avoir ou voir. Un peu niaiseux, mais c'est des tout petits dés de poche. J'ai vu ça souvent sur différents sites de vente, un peu sketch, là, un peu que je ne sais pas trop si je peux leur faire confiance, avec des tout petits dés que vous pouvez comme accrocher à la manière d'un porte-clés sur vos clés et que c'est un petit cylindre que vous dévissez à l'intérieur des minuscules petits dés que vous pouvez utiliser. Et bon, je trouve ça drôle, c'est tout. Il n'y a pas vraiment plus de raison à ça, je trouve ça juste le fun. Question numéro 10. Un jeu de rôle que j'aimerais voir être adapté en série. Et ça, je l'ai trouvé tough. J'ai trouvé ça difficile comme question parce que
Il y a beaucoup que je me dis, c'est le fun en jeu de rôle. En série, ça va être horrible. Tu sais, avec des effets spéciaux terribles, du 3D, des effets CGI un peu dignes de les premières saisons de Sinbad le Marin, pour ceux qui avaient écouté ça. Là. On dirait que j'essaie de rester réaliste dans ce que je voudrais voir être adapté en série. Fait que je suis allé dans quelque chose de pas trop fantasy, mais en même temps un peu historique, parce que ça me tenterait, tout ça. Fait que je suis allé en fait vers un jeu que j'ai déjà abordé à d'autres moments sur la chaîne, et c'est Thief. Thief RPG, qui est un PBTA, où est-ce qu'on incarne des espèces de chasseurs de monstres dans une Angleterre, un peu, pas Angleterre, mais un genre d'Europe un peu sauvage, mais c'est une Europe de fiction vraiment. Et c'est très folk horreur, 1700, 1800, avec des fusils à poudre et tout ça. Et je pense que ça pourrait à la limite être bien fait en série parce que des costumes historiques et tout ça, des costumes d'époque, ça se fait bien, c'est pas trop difficile à avoir non plus. Et j'aime beaucoup tout ce qui est horreur procédurale, j'aime beaucoup tout ce qui est genre enquête, mystère et aller trouver où se cache le monstre et devoir le déglinguer. Donc, ouais, Thief RPG, chose que ça se ferait très bien en série. Un jeu de rôle qui est parfait pour les one-shots. J'ai jeté mon attention sur Trophy Dark. Trophy Dark, publié chez The Gauntlet. The Gauntlet qui font des incroyables jeux de rôle. J'en ai déjà parlé dans une vidéo si jamais ça vous intéresse. Trophy Dark qui est surtout fait pour être des one-shots parce que l'objectif c'est que c'est une descente aux enfers pour les personnages. C'est plusieurs scénarios, c'est toujours des aventures différentes à chaque fois. À la base c'est du médiéval fantastique, mais ça peut aller dans d'autres ambiances, d'autres époques et même styles. Mais c'est toujours un peu le même concept où c'est une spirale qui va vers le centre et à mesure qu'on avance, à mesure que les personnages doivent agir un peu les uns contre les autres et tomber éventuellement dans, pas nécessairement la folie, mais dans le vide, dans la mort, se trahir et tout le monde meurt à la fin. Et c'est très très bon. Je trouve que c'est un excellent jeu pour ce qui est du réussir dans la défaite en quelque sorte. Je pourrais utiliser ce terme-là, c'est-à-dire apprendre à apprécier le fait de perdre et de trouver on va dire le fun et le plaisir dans le déroulement menant à cette défaite-là plutôt. Pour ma part, je trouve que Trophy Dark, c'est un excellent exemple et c'est très bon justement pour des one-shots. Question numéro 12, un jeu de rôle qui est parfait pour des campagnes. Et ça aussi, j'ai trouvé ça tough parce que j'en fais un peu moins, des grosses campagnes longues. Et il y avait plein de choses qui me tombaient sous la main, qui me donnaient le goût de pouvoir l'utiliser comme réponse. Mais j'ai jeté mon attention encore une fois sur Delta Green. Oh, je le mets du mauvais bord, sinon ça a juste l'air d'être une grosse boîte noire. Delta Green, jeu qui carbure un système décent, un peu à l'appel de Cthulhu, mais un peu différent aussi, dans lequel on incarne des agents gouvernementaux qui font du mieux qu'ils peuvent, d'une agence un peu secrète qui tente de contenir tout ce qui touche un peu les conspirations et autres créatures du mythe. Et Delta Green se fait très bien en campagne parce que justement, c'est un peu sur le long terme. Vous incarnez des agents, vous avez votre famille, vous avez vos temps morts entre vos missions. Comment est-ce que vous présentez le tout justement à votre famille? Comment est-ce que les actions que vous avez durant vos péripéties vont avoir des contre-coups sur votre vie personnelle et tout ça, avec des grosses campagnes qui peuvent s'échelonner sur des dizaines d'années, vraiment sur plusieurs années. Je trouve que c'est un incroyable jeu qui va d'ailleurs être traduit en français chez Aquileos prochainement. Et j'espère que la clientèle va être au rendez-vous parce que c'est de la grosse bombe. Très très bon pour des campagnes. Ensuite, question numéro 13. Et là, je ne me rappelle plus comment elle était prononcée en anglais, mais en français, je l'ai comme un peu formulé en un jeu qui offre un environnement intéressant. Donc, j'imaginais comme un cadre de jeu le fun, mais en même temps original, peut-être. En fait, j'ai jeté mon attention sur Vault of Varn. Vault of Varn de l'édition Deluxe ici, qui est un jeu un peu post-apo, un peu fantasy, un peu... j'ouvre la page, puis c'est vraiment comme Dune, avec des gros vers des sables qui sortent, qui est un peu post-apo, un peu fantasy, un peu science-fiction dans une espèce de monde du futur, mais
l'espèce de post-apo. Après que le monde se soit tombé, qu'on a commencé à reconstruire et qu'on redécouvre un peu la science d'autrefois et qu'on l'utilise comme on veut, dans un espèce de désert un peu apocalyptique, mais en même temps psychédélique. C'est très Moebius, c'est très Jodorowsky. Je trouve que c'est vraiment de la grosse qualité. C'est un style, une ambiance que je ne vois pas si souvent que ça en jeu de rôle. Et encore une fois, c'est un genre de jeu que je trouve qui mériterait encore plus d'attention au fil du temps. J'espère que la communauté va grossir encore. On continue avec un jeu de rôle avec des personnages intéressants. Et là, ça, j'ai trouvé ça difficile comme question parce que ça ne me tentait pas de sortir des réponses genre Curse of Strahd, avec Strahd qui est un personnage intéressant parce qu'il est comme le méchant mais il est tout le temps là en même temps. Bon, ça me tentait pas de sortir ça, j'avais le goût de dire autre chose. Alors j'ai comme commencé à fouiller, puis il y avait justement encore une fois Delta Green avec des personnages non-joueurs qui sont super intéressants, qui sont vraiment particulièrement complexes, comme l'être humain peut l'être. Mais après ça, je suis tombé dans d'autres ouvrages que j'avais commencé à accumuler il y a une certaine époque, il y a plusieurs années, et je ne me rappelais pas à quel point j'aimais beaucoup les personnages qui étaient présentés là-dedans. Et c'était pour la 6e édition de l'Appel de Cthulhu, en fait. Et c'était les terres de Lovecraft, les différents ouvrages portant sur les terres de Lovecraft. Ici, dans mes mains, j'ai Innsmouth, mais il y avait aussi Arkham, il y avait Dunwich. Et dans chacun de ces ouvrages-là, on a les différents personnages marquants qui sont présents dans l'endroit inspiré, l'endroit créé par Lovecraft, que ça peut être des personnages qu'on peut revoir dans certaines nouvelles, ou même qui sont conçus pour tout simplement peupler l'endroit. Et à chaque fois, ça m'avait vraiment marqué parce que c'était tout le temps justement des personnages qui, au premier abord, semblaient être l'humain classique de 1920 quelque chose, mais finalement, il y avait toujours une petite twist, un petit quelque chose qui rendait l'individu plus inquiétant, ou plus incroyable, ou plus mystérieux. Donc, oui, ça, j'avais bien aimé ça, ça m'avait bien marqué. Prochaine question. Un jeu avec des... On est rendu à moitié. 15. C'est quand même long, hein? Il rend combien de minutes? Ah, c'est pas super. C'est pas super. Question 15. Un jeu avec des équipements intéressants pour les personnages. Et ça aussi, je l'ai traduit de même. J'étais comme... Je comprends pas pourquoi ils disent ça. C'est quoi les jeux avec des équipements comme intéressants pour les personnages? Et là, je me posais la question, voir est-ce que c'était comme un équipement original? Est-ce que c'est de l'équipement qui est très utile et tout ça? Et finalement, je veux un peu tourner ça à l'utilisation de l'équipement à son plein potentiel, ou du moins de façon plaisante et un peu ludique. Et encore une fois, je m'arrête sur des jeux comme Cairn ou encore Moss Ritter, qui est derrière moi, en fait, quelque part. On la voit, en fait, la boîte. Je peux la pointer comme ça avec mon doigt. Boop, j'ai mon doigt dessus ici. Moss Ritter qui utilise des petites cartes pour pouvoir... des petites cartes qu'on peut comme mettre sur sa feuille de personnage pour combler les espaces d'équipement qu'on a, et ça présente aussi à quel point est-ce qu'on est plein d'équipements, puis jusqu'où on peut accumuler du stock. Ça, je trouvais ça très cool. C'est pas mal ça qui m'avait marqué, je dirais, pour cette question-là. Question numéro 16. Un jeu qui est rapide à apprendre. En fait, j'ai décidé, pour celle-ci, de mentionner Fist RPG. Et là, c'est vraiment intéressant parce que je suis tombé sur une conversation sur un groupe Facebook où une personne avait publié des questionnements entourant le jeu de rôle de Avatar. Avatar qui est sorti récemment et en français et qui utilise le PBTA, encore une fois du 2D6, mais qui était un peu plus complexe que... c'est quand même plus complexe que le PBTA moyen. Les combats sont un peu plus crunchy, c'est un peu plus... faut comme vraiment se minder, se mettre dans l'idée de l'apprendre et de voir un peu c'est quoi les limites du système. Et ça le refroidit certaines personnes qui, justement, étaient moins portées à cette complexité-là, alors que l'univers d'Avatar pouvait être plus familial en soi. Et de mon point de vue, on dirait que la réponse à ça, c'est Fist, tout simplement. Parce que Fist, Freelance Infantry Strike Team, bien que le thème n'a aucun rapport, mécaniquement, c'est du PBTA comme dilué avec un mélange d'OSR, dans lequel c'est encore du 2D6, mais il n'y a pas de playbook, il n'y a pas de move, il n'y a pas de choix à faire sur la feuille des personnages de la manière que tu remplis un questionnaire. C'est très direct, c'est très fluide. Pour moi, c'est vraiment facile et rapide à apprendre. Apprendre, pour vrai, c'est 5 minutes. 5 minutes, vous connaissez ce jeu-là. Vous savez comment jouer. Même pas. Moins que 5 minutes, pour vrai. Moins que 5 minutes. Question numéro 17.
Un jeu avec une communauté engageante. Je vais y aller avec... encore une fois, je vais y aller avec DCC RPG, Dungeon Crawl Classic, parce que la communauté, elle est super positive, ouverte, diversifiée, créatrice, originale, enthousiaste. Autant en français aussi qu'en anglais, dans le sens que la communauté francophone sur le Facebook, sur les différents réseaux de DCC, Dungeon Crawl Classic, je trouve que la communauté est très ouverte et aussi très intéressée à en savoir plus, à connaître plus de choses, à créer tout ça, puis sans nécessairement avoir du jugement, bien qu'il y ait des questionnements, des commentaires, mais rien qui tombe dans l'attaque ou tout ça. Et ça m'avait quand même vraiment, vraiment surpris. Et en fait, pas vraiment surpris, plutôt ça m'avait plu. J'avais aimé ça. Question numéro 18. Un moment mémorable de jeu. Eh bien, si jamais vous écoutez notre partie, notre mini-campagne d'Alien au cœur des ténèbres, je dirais l'épisode 4, un moment, la fin de l'épisode 4, où si vous l'avez écouté, eh bien, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas encore écouté, mais vous aimeriez ça l'écouter, je vous conseille de skipper un peu, d'avancer un peu dans cette vidéo. Mais dans l'épisode 4 de cette campagne-là, on a un personnage qui, finalement, se fait intuber, se fait vraiment mettre un genre de bébé créature dans le bedon, comme on peut rêver le voir aller dans un film d'Alien. On joue Alien, on a le goût de voir quelqu'un se faire quelqu'un se faire rentrer dans un orifice, précisément à la bouche, on l'espère, une créature quelconque qui va grossir dans son bedon pour éventuellement ressortir. On veut vivre ça au moins une fois dans une partie Alien, c'est un peu à ça aussi qu'on aspire. Eh bien, ça arrive. Dans l'épisode 4, il y a un personnage qui vit exactement ce moment-là, et ça a été très mémorable, très descriptif. Je pense que ça a été bien marquant, autant pour moi que pour les joueurs et joueuses. Donc, ouais. Je dirais ça. Question numéro 19. Une session de jeu sensationnelle. Je l'ai traduit comme ça, on dirait. Je dirais la finale de Stormwreck Isle. Sur notre campagne de Stormwreck Isle. Mon Dieu, je me trompe dans mes mots. Stormwreck Isle pour D&D 5e édition. Parce que Félix Antoine qui a animé cette campagne-là, a encore fait un travail de feu. Et pour vrai, Félix a ce talent-là de pouvoir nous proposer des ambiances, même un rythme qui est complètement à tout casser. Il peut vraiment animer ça comme il jongle avec le rythme et le temps de jeu. Et c'est parti comme ça où est-ce que c'est surtout de l'action, comme la finale de Stormwreck Isle. C'est très mémorable parce qu'on a vraiment l'impression que ça n'arrête jamais. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a jamais de temps mort. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose que je trouve incroyable, que j'aspire à pouvoir avoir ce rythme-là éventuellement dans mon animation. Et ça a été une session de A à Z absolument mémorable. Oui, c'est à peu près ça. Question 20, une incroyable aventure. Récemment, j'ai lu Steering the Hornet Nest at Het Tamsia pour Cairn. Vraiment vite de même, ça a l'air de rien dire, mais c'est un peu comme frapper ou botter, remuer la ruche d'abeilles à Het Tamsia, qui est le nom de l'endroit. Et c'est une aventure médiévale fantastique pour Cairn RPG, avec une ambiance en fait inspirée par les mythes et légendes du sud de l'Asie. Donc, je trouvais ça très rafraîchissant. Très original, vraiment à l'extérieur de ce qu'on est habitué. On est très loin du médiéval fantastique eurocentrique. Là. On voit vraiment absolument l'opposé de ça. Et on est... En fait, pour moi, cette aventure-là nous replonge un peu dans l'incroyable et l'inattendu et l'émerveillement du fantasy parce qu'on ne sait pas trop vers où ça s'enligne, puis on ne sait pas trop non plus contre quoi on se bat. C'est pas comme un troll ou un gobelin. Non, c'est autre chose. Et juste pour ça, ça m'a vraiment marqué. J'aimerais ça éventuellement peut-être l'animer sur la chaîne. Je pense que ça serait cool. Fait que si ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. C'est vraiment fait par Munkao. C'est sa première publication sur Itch.io. Steering the Hornet Nest at Het Tamsia. Incroyable aventure. Question 21, une campagne classique, une campagne intéressante, une campagne qui a attiré notre attention. J'ai un peu, encore une fois, traduit à la volée. Et pour ma part, j'ai choisi Fever Swamp. Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'en reparle encore une fois ici.
publié chez Melziona Art Council, ceux qui font Troika, entre autres en anglais. Et Fever Swamp, eh bien, c'est un incroyable X-crawl, une exploration de zone dans lequel vous allez devoir retrouver votre chemin dans un marécage. Moi, c'est le thème qui me parle. Énormément d'horreur, de créatures étranges, de personnages non-joueurs avec lesquels vous pouvez interagir, des fantômes, des mystères, des endroits abandonnés que vous devez remettre au goût du jour. C'est de toute beauté. C'est pour moi un instant coup de cœur. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient faire vivre cette aventure-là et apprendre un peu de cette aventure-là sur aussi comment est-ce qu'on conçoit une aventure, comment est-ce qu'on la met en branle, comment est-ce qu'on l'affiche, comment est-ce qu'on la présente, parce que ça aussi, ça va directement au but. C'est pas compliqué, mais en même temps, c'est très efficace. Donc, ouais. Fever Swamp. Question numéro 22. Un personnage non-joueur notable. Et là, je me suis encore un peu trompé. Peut-être que j'ai mal traduit, parce qu'il y avait une autre question qui portait aussi sur des personnages mémorables dans une aventure. Donc, un personnage non-joueur notable... je cherchais, j'ai pas vraiment trouvé. Là. Encore une fois, je voulais pas aller comme dans un gros truc là, que tout le monde connaît un peu. Là. C'est justement Strad, tout ça, je trouve que ça fait un peu redondant. Puis au final, j'ai l'impression qu'on le met peut-être un peu sur un piédestal. Là. Alors, dans mon cas, sans nécessairement dire que c'est des personnages qui sont des personnages non-joueurs qui sont si mémorables que ça. Je trouve qu'ils peuvent être bien utilisés. Et c'est des personnages dans Demon Driven to the Maw. Qui est un module pour Cairn, que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, qui est beaucoup basé sur le social, contrairement à d'autres aventures médiévales fantastiques. Et cette fois-ci, il y a plein de personnages avec lesquels vous pouvez interagir et qui ont tous un peu leur objectif, qu'est-ce qu'ils veulent au fil de l'aventure. Si vous avez l'occasion d'essayer cette aventure-là, je vous le conseille. C'est très mémorable, c'est très court, ça peut se faire vraiment rapidement et c'est de toute beauté. C'est du gros bonbon. Donc, on continue ainsi avec une autre question. Un joueur ou une joueuse hors pair. Tout le monde avec qui je joue, à mes yeux, a ses forces et ses faiblesses, a ses possibilités, a ses capacités, a quelque chose qui fait de lui une personne hors pair, que ce soit dans sa connaissance du système, que ce soit dans sa manière d'interpréter, que ce soit dans son originalité, dans sa création de personnage, que ce soit dans son côté un peu plus social, à vouloir lancer des balles aux autres personnes. Il y a toujours un petit quelque chose qui est vraiment mémorable. Les gens que je ne considère pas hors pair, c'est du monde avec qui je ne joue plus ou que je n'ai plus l'intention de jouer parce qu'ils avaient des traits ou on dirait une attitude en jeu qui était problématique en mon sens. Donc, un joueur ou une joueuse hors pair, les gens avec qui je joue actuellement, à mon humble avis. Un conseil acclamé, la question numéro 24. Lisez pas trop ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est bizarre à dire de même. Mais tu sais, on fait des vidéos aussi. Au final, que ce soit en YouTube, que ce soit sur Facebook, je pense que l'important, c'est de se faire confiance avant tout, avant de jeter l'entièreté de notre, on va dire, de notre, pas nécessairement personnalité, mais de notre objectif ou de notre opinion sur les épaules de quelqu'un d'autre. C'est dans le sens que je pense que c'est important de se baser, de se forger sa propre impression, sa propre vision de ce qu'est un bon jeu de rôle, ce qu'est une aventure d'un jeu de rôle, ce qui est quoi, qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant un jeu de rôle trop compliqué, pas assez compliqué, qu'est-ce qui est trop facile, pas assez facile, qu'est-ce qui est intéressant ou pas intéressant. Un point, c'est tous des opinions qu'on lâche à tout vent sur les réseaux sociaux, que ce soit à l'écrit ou sur YouTube, et des fois on peut se perdre dans des méandres de commentaires et de sujets et d'avis qui n'en finissent plus et qui vont parfois tomber dans le personnel et dans l'agressif et tout ça. Donc, à mon sens, restez pas trop là-dessus. Je pense que vous avez la capacité de vous faire votre propre idée. Je trouve que c'est important. C'est important, autant pour moi aussi. Des fois, je lis des choses, puis j'ai le goût de répondre, puis après ça, je fais « Ah non, je répondrai pas, ça n'a pas de bon sens. » Il y a tout le temps un petit quelque chose qui me retient parfois de vouloir dire mon opinion sur un sujet, mais qui finalement, je me rends compte que ça ne servirait à rien parce que des fois, ça ne fait que tourner en rond et qu'on finit par se lancer des assiettes par la tête. Alors, aussi bien rester dans des bonnes grâces ou rester dans une ambiance un peu plus paisible et
tenter de penser à autre chose lorsqu'il y a des éléments comme ça qui viennent nous chercher personnellement, peu importe le sujet en fait, même si je parle surtout des jeux de rôle, là, mais peu importe le sujet. Question numéro 25, un beau dé. Un dé qu'on aime. Là, je le cherchais, je les trouve plus. Je sais pas son... Ah, j'en ai un ici. Oui, c'est ça. J'en ai trouvé un. Ça, je les aime beaucoup. Je ne suis pas nécessairement un collectionneur de dés. Souvent, les gens vont utiliser le terme un dice goblin pour comme dire quelqu'un qui collectionne des dés. Mais j'en ai quelques-uns. Puis j'en ai quelques-uns qui sont funky, puis il y en a que j'aime beaucoup. Et là, c'est les dés de Orbital Blues. Parce que le 6, c'est comme un petit... Là, vous le verrez absolument pas. Je vais le montrer à l'écran, mais vous ne le verrez pas. C'est comme un petit astronaute. Voyez-vous? Non, vous le voyez pas. C'est terrible. Il n'y a rien à voir dans cette image-là. Je tout montre ça, puis c'est tout fou, dégueu. On dirait juste un point blanc sur un fond rouge. Donc, c'est un tout petit astronaute. Puis, le tout petit astronaute, je l'aime beaucoup. C'est tout. C'est un beau dé. Vous le voyez pas. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître peut-être une image du dé en question. Puis ça va être plus beau. Question numéro 26. Un écran de maître superbe. Ah! Ça, j'étais content. J'étais content de voir cette question-là passer parce que récemment, j'ai commencé à lire un jeu qui s'appelle Slugbuster, qui est une espèce de jeu d'ambiance Earthbound, pour ceux qui ont déjà joué à ça dans le temps sur la NES, là, où vous jouez des jeunes qui évoluent dans une espèce de ville un peu bizarre avec des créatures et des personnages. C'est pas de l'horreur, c'est pas vraiment de la fantasy, c'est comme du surréalisme bizarre. Et Slugbuster, c'est un peu ça. Et la version de luxe du jeu, eh bien, le DM screen, l'écran de maître, c'est la boîte du jeu que vous ouvrez et ça fait comme une enveloppe de pizza. Ça fait comme une boîte à pizza que vous devez ouvrir puis vous mettez devant vous. Et ça fait vraiment genre très sous-sol de maison avec la boîte à pizza que vous ouvrez, que vous mettez devant vous, qui vous sert d'écran de maître de jeu. Je trouve que c'est délicieux. C'est délicieux. Ça m'a vraiment marqué. Question numéro 27, une merveilleuse miniature. C'est comme ça que je l'ai traduit. Je le sais pas. Les miniatures, autrefois, pendant le phare de la COVID, je peinturais beaucoup de miniatures. Maintenant, je ne le fais quasiment plus, malheureusement. J'aimais ça quand même. Je trouvais que c'était plaisant de devoir se pencher sur un petit passe-temps un peu plus manuel, qu'on réfléchit moins, basé sur la minutie, la précision. Quelque chose... Ça faisait du bien, mais pour vrai, je ne le sais pas du tout. Fait à la place, je vais vous présenter cette miniature-là, faite chez Mini HD, qui est un peu l'espèce de boîte que Kim a lancée avec son coloc, où est-ce que les deux vont peinturer les miniatures. Et c'est très beau. C'est comme une espèce d'élémental mort-vivant. Je trouve que c'est de toute beauté. Un gadget de gamer intéressant. Question numéro 28. Je ne sais pas trop comment prendre cette question-là. J'ai marqué Canva. Parce que, je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, je le mentionne souvent, je ne suis pas tellement un fan des VTT, des Virtual Tabletop. Je ne sais pas trop quoi utiliser, puis je trouve que c'est souvent trop compliqué, puis c'est pas assez fluide, même si les gens font « Oh, un Roll20, c'est super simple, j'ouvre ça, puis il y a comme c'est 1000 affaires à configurer, puis des petites affaires à rentrer, des petits chiffres, des trucs en italique, puis visuellement, c'est lettres. » J'ouvre Canva a un tableau blanc, j'invite les gens à venir sur Canva, je leur lance du stock, des images, peu importe. Les gens peuvent le déplacer si je leur donne l'autorisation. Je peux faire apparaître des cartes, des images, des dessins. Je peux peinturer par-dessus. Je peux tout faire. Un tableau blanc en ligne. Celui de Canva me fait amplement la job. Je trouve que c'est merveilleux. Question numéro 29. Une application intéressante. Ça aussi, j'étais comme... je sais pas. Ouais. J'ai décidé d'y aller avec Mothership. L'application pour Mothership Companion, qui vous permet en fait de créer des personnages pour Mothership avec un simple coup de pouce. Pour vrai, c'est super rapide. Vous marquez 2-3 trucs, vous pesez sur Enter et vous avez un personnage qui sort que vous pouvez ensuite aller vous envoyer et le sortir en PDF sur votre écran d'ordinateur et tout ça. Puis ça peut être très cool pour un jeu comme Mothership où parfois la vie ne tient qu'à un fil. Donc, ouais, je trouve ça bien. Une personne avec qui tu aimerais jouer? Il y en a plein. Il y a plein de gens avec qui j'aimerais jouer en fait. J'aime beaucoup les gens avec qui je joue, présentement. J'aime beaucoup les gens avec qui je joue au quotidien, même avec les gens avec qui je joue une fois par année, 2 fois par année. C'est tout le temps des moments qui sont super mémorables et j'apprécie ça énormément. Mais une personne avec qui j'aimerais jouer, il y en a beaucoup. Beaucoup de gens qui sont à l'étranger, beaucoup de gens avec qui j'échange souvent, mais dont je n'ai jamais eu l'occasion parce que, fuseau horaire, le temps donné, tout ça. Il y en a plein comme ça, je pourrais mentionner Neural Noise, c'en est un parmi tant d'autres.
J'aimerais ça beaucoup avoir l'occasion de jouer avec Sandy Julien, par exemple. Toutes des personnes avec qui je m'entends super bien, avec qui j'ai un peu la même mentalité de jeu, mais dont le temps manque, malheureusement. Et 31, un jeu qui me manque. Et là, j'ai marqué DCC, Dungeon Crawl classique, parce qu'il y a une époque où je jouais beaucoup plus. Une époque où c'était un peu mon pain quotidien. Et malheureusement, bien que je joue encore beaucoup, on dirait que ces temps-ci, je suis beaucoup plus dans Horreur Liminale, entre autres. J'ai moins le temps, et c'est un jeu, c'est mon médiéval fantastique bonbon qui me manque beaucoup, que j'aimerais ça me replonger dedans, que j'aimerais ça pouvoir redécouvrir des nouveaux modules qui ont été marquants, qui sont sortis récemment, des modules thématiques Noël ou d'Halloween, c'est tout des choses que je trouve vraiment très cool que DCC sort. Et j'aurais le goût de replonger là-dedans. J'aurais vraiment le goût de replonger dans DCC, ça me manque énormément. Ou même une grosse campagne de l'Appel de Cthulhu aussi, ça serait cool. Ça fait longtemps, quelque chose de très... sur le long terme, là, genre les montagnes hallucinées, de quoi de même, ça serait vraiment, vraiment chouette. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Hey! Oui! 31 questions, ça fait 40 minutes quasiment que je suis là-dessus. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Pour ma part, ça l'était, mais est-ce que ça va l'être pour vous? Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Merci encore pour les nombreux commentaires, merci pour les gens qui nous encouragent, qui nous laissent des pouces vers le haut, qui nous laissent juste des petits trucs genre « Hey, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là » ou « Hey, ça, c'était cool ». Pour vrai, ça fait chaud au cœur à chaque fois qu'on les voit. Donc, merci encore énormément. Si vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui, si vous avez des commentaires, tout ça en dessous de cette vidéo-là, ça me fait plaisir. Je vais tout lire comme d'habitude. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.